Au sommaire de cette édition en Afrique du Sud, des citoyens armés de pelles et de balais continuent inlassablement de débarrasser les magasins et autres commerces des dégâts issus des pillages et des émeutes. Alors que les lieux de baignade accessibles reculent face à la privatisation du littoral, les Dakarois se ruent vers les dangereuses plages de la Grande Côte, quitte à risquer leur vie. Et puis aux États-Unis, un match de baseball a été interrompu ce week-end à Washington. À l'origine, une fusillade à l'extérieur du stade. Le drame a occasionné 3 blessés. C'est en l'absence du président mozambicain Filipe Nyusi, remplacé par son premier ministre, que la lutte contre le terrorisme au Cabo Delgado, dans l'extrême nord du Mozambique, a été évoquée par les chefs d'État et de gouvernement de la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise. Un sujet, certes, longuement débattu, mais à l'arrivée, pas de décision forte, mais seulement une déclaration de solidarité et de condamnation des attaques. Le sommet a par ailleurs abouti sur un premier accord de mobilité entre les 9 pays de l'organisation. Un accord historique car il a fallu 25 ans, soit l'âge de la CPLP, pour se mettre d'accord sur la mobilité de 300 millions de personnes de 9 pays situés sur 4 différents continents. Chaque pays peut donc choisir les modalités de circulation et les personnes qui sont concernées. Sa mise en route risque donc d'être un casse-tête pour les parlements des pays qui doivent encore ratifier l'accord. Lors de ce sommet, le président angolais, nouveau président en exercice après le Cap-Verdien, a également lancé le défi de créer une banque d'investissement au sein de ce bloc, jusque-là plutôt linguistique et culturel. Dans la résolution finale du sommet, la CPLP a aussi encouragé la Guinée équatoriale, membre elle aussi du groupe, à tenir sa promesse d'abolir, ou plutôt la peine de mort et de respecter les droits de l'homme. À côté d'un mur tagué « Libérez Zuma et j'emmerde la démocratie », des riverains débarrassaient des monticules de gravats près d'un centre commercial de Durban sur l'océan Indien. Les premiers incidents, pneus brûlés et routes bloquées ont éclaté la semaine dernière au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice dans son bastion du KwaZulu-Natal. Puis les entrepôts, usines et centres commerciaux ont été méthodiquement pris d'assaut par des pillards et les violences se sont étendues à la plus grande ville du pays, Johannesburg, sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid jusqu'à provoquer l'intervention de l'armée. Au total, 212 personnes ont trouvé la mort, dont 180 dans le KwaZulu-Natal. Et les forces de sécurité ont procédé à plus de 2500 arrestations. Mais après une semaine d'incidents, un calme précaire semble régner. Aucun incident n'est signalé dans la capitale économique et même en pays zoulou où des poches de violence résistaient, alimentées aussi par des tensions raciales entre Sud-Africains noirs et d'origine indienne, une accalmie semble se profiler. La police enquête sur 12 personnes soupçonnées d'être les cerveaux de l'opération. L'une d'entre elles a déjà été arrêtée. Elles craignent par ailleurs un regain des cas de Covid causés par des mouvements de foule lors des pillages alors que le pays est en proie à une 3e vague meurtrière de la pandémie. Inconsolables, elles le sont toujours, ces familles subitement privées de leurs enfants, tous des apprenants enlevés voilà déjà 2 semaines au niveau du lycée Bethel de l'état de Kaduna au Nigeria. Faute de répondants fiables, seule la prière au quotidien et pendant de longues heures pour se remonter le moral et espérer la libération sous peu des adolescents. Au milieu de la cour de l'école, les chaussures des enfants ont été ramassées en état. C'est là que Wobia Ibrahim, le père d'une des jeunes filles enlevées, passe désormais le plus clair de son temps, espérant le miracle un de ces jours. Comme dans la plupart des dernières attaques, les ravisseurs ont agi la nuit et forcé les enfants, en tout 119, à les suivre à pied dans l'obscurité jusque dans les forêts avoisinantes. Si quelques-uns ont pu s'échapper, le grand nombre reste encore entre leurs mains.
Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements de masse d'enfants et d'étudiants commis dans le nord-ouest du Nigeria par des groupes armés criminels. Les islamistes de Boko Haram s'étaient livrés au premier rap dans des écoles avec l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles dans le dortoir de Chibok en 2014, suscitant l'émoi de l'opinion publique mondiale. Depuis, les enlèvements d'écoliers se sont tragiquement multipliés, devenant presque la mode. Pendant les 6 premiers mois de l'année, 48 personnes, pour la plupart âgées de 17 à 25 ans, sont mortes par noyade dans la région de Dakar, dont une majorité en juin, explique l'adjudant-chef d'une équipe de sapeurs-pompiers de la capitale. À la même époque, l'an dernier, le bilan était de 44 morts. Au niveau national, les décès par noyade de baigneurs se comptent par centaines. 279 en 2018, 250 en 2019 et 224 en 2020. Les plages de la mort titrait cette semaine en guise d'avertissement le journal Sud Quotidien qui redoute un bilan encore plus lourd en juillet et août, période de canicule et de traditionnelles ruches des jeunes vers la mer. Malgré les 700 km de côte que compte le Sénégal, la majeure partie de ses 16 millions d'habitants ne savent pas nager, souligne le président de l'Association nationale des maîtres nageurs et surveillants de baignade Ibrahima Fall. Située sur une presqu'île à la pointe occidentale de l'Afrique, la capitale Dakar ne devrait pourtant en principe pas manquer de lieux de baignade. Mais outre que certaines plages urbaines atteignent des niveaux de pollution dissuasifs, beaucoup ont été privatisées par des propriétaires de bars, d'hôtels, de restaurants ou de résidences privées, a indiqué le maître nageur. Ils sont un peu plus de 2000 à avoir défilé à l'appel de la famille du jeune Adama Traoré, décédé au cours d'une interpellation par les gendarmes en 2016. Ils ont battu le macadam pour, disent-ils, réclamer vérité et justice pour le jeune homme. 5 ans après, on est encore là. Et 5 ans après, on vit un sentiment d'injustice. 5 ans après, la vérité et la justice n'a toujours pas été rendue pour Adama, alors que nous avons tous les éléments qui sont là et qui prouvent que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère. 5 ans après, l'instruction est toujours en cours et ses proches de dénoncer un déni de justice. Les juges vont demander une nouvelle expertise. C'est un scandale, c'est une honte, une expertise avec un nouveau document qui est placé sous scellé. Ce document que les juges parisiens ont envoyé en Belgique pour demander est-ce qu'avec ce nouveau document, ils changeraient leur avis sur la responsabilité des gendarmes. C'est une honte. En définitive, les proches d'Adama Traoré et ses soutiens continuent de tenir les militaires pour responsables de la mort du jeune homme de 24 ans et ont fait de son décès une affaire emblématique de la lutte contre les violences policières et le racisme. Justice pour Adama, justice pour tous ces gens qui ont été touchés et merci à tous. Trois personnes ont été blessées par des tirs, a indiqué le chef adjoint de la police de Washington. Revenons sur le premier bilan faisant état de 4 personnes touchées. 2 des blessés se trouvaient dans l'une des 2 voitures impliquées dans la fusillade, tandis que la 3e est une femme qui se trouvait sur le trottoir à la sortie du match, a-t-il indiqué. À aucun moment pendant l'incident, les personnes qui assistaient au match à l'intérieur du stade n'ont couru le moindre danger. Ce n'était pas un incident de type tireur actif. Tout s'est déroulé à l'extérieur du stade, a-t-il précisé à la presse. La femme blessée devrait s'en sortir. La fusillade avait été entendue alors que des milliers de spectateurs assistaient à un match entre les Washington Nationals et les San Diego Padres qui a rapidement été interrompu. Plusieurs rafales d'armes automatiques sont clairement identifiables dans des vidéos publiées par la suite sur les réseaux sociaux. Les spectateurs ont été priés de quitter les lieux, ce qu'une partie d'eux a fait, et les sportifs ont eux aussi quitté le terrain précipitamment. La police a ouvert une enquête. Les États-Unis ont une longue et douloureuse histoire de violence mortelle par arme à feu, perpétrée dans la rue, dans les établissements scolaires, sur les lieux de travail, voire dans certains centres commerciaux. Il y a plus d'une centaine d'homicides cette année à Washington, dont de nombreux par arme à feu.
Seuls 60 000 Saoudiens étrangers résidant dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer cette année au Hajj, le grand pèlerinage musulman, alors qu'ils étaient quelques 2,5 millions en 2019, avant la pandémie. Depuis samedi, des fidèles divisés en petits groupes tournent autour de la Kaaba, la structure cubique noire située au cœur de la grande mosquée et vers laquelle les musulmans du monde entier prient. Cette pratique précède le lancement officiel des autres rites du Hajj. Des images diffusées dimanche par la chaîne de télévision publique montrent des pèlerins arrivant dans la vallée de Mina à bord de bus à moitié remplis. Le grand pèlerinage, qui a lieu une fois par an, est l'un des 5 piliers de l'islam que les musulmans doivent accomplir au moins une fois dans leur vie si leur santé et leurs finances le permettent. Le ministère du Hajj avait indiqué début juillet prendre les précautions sanitaires les plus strictes, cette année encore, à l'heure où les nouveaux variants du virus inquiètent. Lors du grand pèlerinage l'année dernière, aucun cas de Covid n'avait été signalé, les autorités ayant mis en place de sévères restrictions. Cette édition du Hajj intervient alors que les contaminations au Covid-19 continuent à grimper partout dans le monde. L'Arabie saoudite a enregistré 508 521 cas et 8 063 morts, selon les dernières données publiées samedi.